Bonjour. Après ce petit incident technique, bienvenue pour ce café causant du barreau de Saint-Quentin. Vous trouvez sans doute que la justice et les avocats sont lointains et inaccessibles. Au barreau de Saint-Quentin, nous nous efforçons de vous démontrer le contraire et de vous faire découvrir notre institution judiciaire. C'est ainsi que... C'est ainsi que nous avons créé les cafés causants du barreau de Saint-Quentin. Pendant 10 minutes, un avocat, un professionnel du droit, décrypte l'actualité avec vous. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Maître Philippe Vignon de Saint-Quentin. Maître Vignon, dans un premier temps, les internautes aimeraient vous connaître. J'ai noté que vous aviez prêté serment le 22 février 1983. Vous êtes membre de la SCP Interbarreau Vignon-Saint-Alain. Vous avez été 2 fois bâtonnier, membre du Conseil de l'Ordre, conseiller municipal, vice-président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, en charge de la politique de la ville et de la prévention de la délinquance. Un agenda bien chargé, Maître Vignon. On voit votre implication. Alors, petite question pour vous connaître un peu mieux. Quel domaine du droit préférez-vous? Bonjour à tous, bonjour monsieur le bâtonnier. Je suis généraliste et j'y tiens véritablement, mais naturellement j'ai des activités dominantes. Je pratique essentiellement le droit pénal, le droit de la famille et le droit du travail. Alors, 2 petites questions personnelles. Quel est votre meilleur souvenir professionnel? Et incontestablement, mon meilleur souvenir professionnel, c'est ma prestation de serment. C'est mon entrée dans la profession. Je pouvais enfin exercer la profession que j'avais choisie. Véritablement, je n'ai jamais eu d'autre vocation que celle d'être avocat. Tout est de la question suivante. Et votre pire souvenir professionnel? Alors là, j'allais dire, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. En réalité, c'est toujours les situations que je vis mal, dans lesquelles je me dis que la justice n'a pas été pleinement rendue. Alors, attaquons le vif du sujet. Pourquoi vous êtes-vous investi dans la défense des victimes et principalement des mineurs victimes? Alors ça date de mon début d'activité. En fréquentant les cours d'assises, les juridictions pénales en général, j'ai été amené à constater que la victime était souvent un petit peu portion congrue. La victime était souvent laissée pour compte. Elle occupait un strapontin. Elle s'excusait parfois même d'être là. Elle peinait à se faire entendre, à exister dans le procès pénal, et toute la place était occupée par la défense de l'accusé. Et c'est ce qui m'a marqué. Et j'ai voulu, par mon action professionnelle, que la victime prenne toute sa place, rien que sa place, mais toute sa place dans le procès pénal. J'ai effectivement souhaité qu'elle soit égalité, j'allais dire égalité d'armes, avec l'accusé, et depuis je m'y emploie. Encore une fois, le procès pénal, c'est aussi un procès pour la victime. La victime en a besoin du procès pénal, elle en a besoin pour être reconnue dans son statut de victime, elle en a besoin pour pouvoir se reconstruire à l'issue de ce procès pénal. J'ai coutume de dire devant les cours d'assises que le procès pénal, c'est la première marche vers la cicatrisation. Cher Philippe, j'aurais tendance à te dire que voilà des mots qui me vont droit au cœur, moi qui suis souvent du côté des victimes. C'est une analyse que nous partageons, même si elle n'est pas tout à fait celle de notre ministre de la Justice actuelle. Tout à fait. Nous nous battons l'un et l'autre pour les victimes qui ont vraiment besoin de ce procédé. J'ai souvent plaidé contre Dupond-Moretti, un certain nombre d'affaires criminelles, où j'étais sur le banc de la partie civile. Et c'est vrai qu'il me disait souvent, on n'est pas là pour faire une psychothérapie collective. Je ne partage pas du tout l'avis d'Éric Dupond-Moretti, que je respecte par ailleurs, et que j'apprécie comme avocat parce que c'est un grand avocat, mais je ne partage pas du tout cette analyse sur les victimes. Moi j'estime que
le procès pénal est terriblement important pour les victimes, mais qu'elles n'ont pas à s'excuser d'être là, qu'elles doivent occuper pleinement le banc de la partie civile. Nous en sommes tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je rappelle que le barreau de Saint-Quentin a un téléphone qui est de permanence, qui est dédié pour que les victimes puissent en permanence joindre un avocat. Nous ne sommes pas que les avocats des coupables ou des accusés, nous sommes aussi et avant tout les avocats des victimes. Alors revenons un petit peu à notre sujet principal. Dans quel cadre intervenez-vous pour les mineurs victimes? Alors c'est déjà ancien. Depuis 1992, je suis l'avocat de l'administrateur ad hoc, qui est dans le département, le conseil départemental. En fait, les droits des enfants victimes ne peuvent être exercés que par leurs représentants légaux, leur père et leur mère. Vous savez que le mineur, il est incapable juridiquement et que seuls ses parents, titulaires de l'autorité parentale, peuvent faire valoir ses droits. Il y a malheureusement des situations dans lesquelles le mineur ne peut pas voir ses droits exercés. C'est le cas d'abord où il y a une opposition d'intérêt entre les droits des représentants légaux et les droits des enfants mineurs. Pourquoi? Parce que l'un des parents est peut-être l'auteur de l'infraction, l'auteur du crime. Parce que l'auteur est peut-être un proche de la famille. Il y a là une opposition d'intérêt. Il y a aussi des situations dans lesquelles les titulaires de l'autorité parentale laissent abandonner, j'allais dire, les droits de leur enfant, n'exercent pas les droits de leur enfant. Et dans ces situations où finalement l'enfant ne serait pas représenté, puisque les parents ne font rien, eh bien, il est désigné un administrateur ad hoc qui a la charge de représenter le mineur dans la procédure judiciaire, pénale, en l'espèce, et exercer ses droits, les droits reconnus à la partie civile. Je veux dire que si le mineur n'était pas représenté par un administrateur ad hoc, il serait considéré procéduralement comme témoin du crime ou du délit commis sur sa personne. Ça serait intolérable, et bien évidemment, il y a lieu de représenter les mineurs en justice. Alors justement, qui nomme l'administrateur ad hoc et peut-on s'y opposer? Alors, l'administrateur ad hoc est aujourd'hui, ce n'était pas vraiment le cas au départ, mais aujourd'hui prioritairement désigné par le procureur de la République. Parce qu'il y a lieu de désigner l'administrateur ad hoc le plus tôt possible. Et au stade de l'enquête, le procureur de la République peut prendre une décision désignant l'administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc est aussi systématiquement désigné par le juge d'instruction dans les affaires criminelles. L'administrateur ad hoc peut être aussi désigné par la juridiction de jugement. Pourquoi? Parce qu'on arrive à l'audience et on s'aperçoit que la victime n'est pas représentée. Et dans ces hypothèses-là, la juridiction de jugement va désigner l'administrateur ad hoc et renvoyer bien évidemment l'affaire pour être jugé à une date ultérieure. Et puis enfin, l'administrateur ad hoc peut être désigné par le juge aux affaires familiales, statuant en matière de tutelle des mineurs. Alors, la décision, qu'elle soit d'ailleurs une décision du parquet ou une ordonnance rendue par un juge du siège ou un jugement avant dire droit par une juridiction de jugement, eh bien évidemment est notifiée aux représentants légaux qui peuvent exercer un recours à l'égard de cette décision. Encore une fois, prioritairement, c'est aux parents de défendre leurs enfants. Et s'il y a un sursaut des parents qui, d'un seul coup, s'approprient les droits de l'enfant pour pouvoir agir dans son intérêt, on ne peut s'en réjouir. Alors, quel est concrètement le rôle de cet administrateur ad hoc? Alors, l'administrateur ad hoc, son rôle est d'accompagner l'enfant victime, l'enfant mineur, durant toute sa procédure judiciaire et d'exercer les droits reconnus à la partie civile. C'est-à-dire, d'abord, l'enfant victime, il est reçu à mon cabinet. Je lui explique que je suis son avocat personnel. Je ne suis pas l'avocat d'une administration anonyme. Je suis son avocat, tenu au secret professionnel. Et on sait combien, effectivement, il est important que le secret professionnel puisse être rappelé
notamment à nos jeunes clients. Je suis son avocat, je lui remets ma carte de visite, c'est symbolique, hein, c'est véritablement, même s'il a 12 ans, même s'il a 13 ans, il a un avocat. Je l'associe aux différentes phases de procédure, je lui explique les rapports d'expertise, je décrypte les rapports d'expertise, bien évidemment en fonction du degré de l'âge et du degré de compréhension du mineur, c'est très important. Et puis, on va discuter à la fois de l'opportunité d'un huis clos dans le cadre de la procédure pénale, c'est-à-dire que son affaire soit jugée hors la présence du public. On va évoquer la question, j'allais dire délicate, épineuse, des dommages et intérêts. Hein, c'est parfois des choses qui sont extrêmement difficiles avec la notion d'argent sale, en quelque sorte, hein, l'argent du crime. Hein, c'est quelque chose symboliquement qui peut poser problème. Et bien évidemment, je l'accompagne aux audiences. Il est systématiquement accompagné à la fois dans le cadre de l'instruction, hein, lors de ses auditions, mais aussi lors de la phase de jugement. Alors je lui explique comment les choses vont se dérouler. Je lui explique qu'il va devoir sans doute être présent. Alors là encore, c'est toujours un petit peu délicat. En matière criminelle, la présence du mineur victime est obligatoire. Mais bien évidemment, on peut aménager des plages horaires où il sera entendu sans qu'il assiste forcément à 3 jours entiers de procédure. Alors, justement, ce jugement, est-ce que ce n'est pas quelque chose de trop pénible pour le mineur? Alors, si. Le jugement pénal est toujours pénible. Alors, il est pénible pour les victimes majeures. Alors, vous imaginez que pour un enfant de 10-12 ans, c'est extrêmement pénible. C'est extrêmement pénible et parfois, on se pose la question de savoir est-ce qu'on ne fait pas pire que mieux d'emmener à l'audience pénale, de traîner, j'allais dire, à l'audience pénale un mineur victime. Est-ce qu'on ne surajoute pas, finalement, à son préjudice? Alors, c'est une grande question hein, qui m'a beaucoup hanté dans d'autres temps. Moi, j'estime qu'en réalité, quand même, d'abord, c'est son histoire au mineur. Et que ne pas être présent à l'audience, c'est peut-être se construire par la suite en disant il s'est dit des choses, j'ai manqué un moment de mon histoire. Et puis, encore une fois, la confrontation du mineur avec l'auteur des faits, qui continue à hanter sans doute ses nuits, ses cauchemars, hein, l'auteur des faits qui dans son esprit, dans la toute-puissance, et bien venir assister à l'audience pénale, c'est aussi être confronté à quelqu'un qui aujourd'hui est plutôt larmoyant, dégonflé de toute son importance, et bien ça permet aussi d'apaiser, je pense, les traumatismes de l'enfant mineur. C'est important qu'il soit là, c'est vrai que c'est pénible, mais c'est important qu'à un moment donné, il soit associé quand même à ce procès. Et vous évoquiez tout à l'heure le huis clos, nous en parlions ensemble en tout cas. N'est-il pas systématique lorsqu'il s'agit d'enfants mineurs, victimes par exemple de viol ou d'agression sexuelle? Alors non. Non. En matière criminelle, le huis clos est de droit si le mineur, si l'avocat de la partie civile le demande. Il est de droit, la cour d'assises ne peut que le prononcer. De la même manière, si... Et c'est différent en matière correctionnelle, mais en matière criminelle, si la partie civile s'oppose au huis clos, la cour d'assises ne peut pas leur donner. Alors moi, je ne suis pas un farouche partisan des huis clos. Je ne suis pas un farouche partisan des huis clos parce que j'ai tendance à croire que le huis clos protège davantage l'auteur des faits que la victime. La victime, elle n'a pas à avoir honte, elle n'a pas à culpabiliser. Et d'autant plus que la presse qui va être présente, qui peut avoir un rôle pédagogique, auquel je crois, eh bien la presse ne peut pas mettre le nom ou des éléments qui permettraient d'identifier la victime mineure. C'est bien que le huis clos, finalement, n'est pas trop dans mes préoccupations. J'ai tendance à ne pas le solliciter. Alors bien évidemment, ça dépend aussi de ce que souhaite mon jeune client, car je respecte le souhait de mon jeune client, j'essaie de convaincre, hein, de lui expliquer, mais bien évidemment, si la jeune victime dit « je veux absolument que ce soit huis clos », eh bien, je demanderai le huis clos. Et pour résumer, je dirais le huis clos, finalement, protège plus l'accusé que la victime. Voilà, tout à fait. Alors, deux petites dernières questions. Le rôle de l'administrateur ad hoc va-t-il s'arrêter avec le jugement?
Alors, l'administration ad hoc, c'est une mission. Hein, c'est-à-dire que l'ordonnance ou le jugement qui désigne l'administrateur ad hoc lui assigne une mission. Toute la mission, mais rien que la mission. Donc, c'est-à-dire que la mission de l'administration ad hoc ne va pas s'arrêter avec le jugement. Pourquoi? Parce qu'il y a ensuite toute l'indemnisation du mineur victime, le recouvrement des dommages et intérêts, la gestion des fonds qui seront placés d'ailleurs comme fonds de mineurs jusqu'à la majorité du mineur. Alors, par exemple, pour vous donner un exemple, j'ai un certain nombre de dossiers dans lesquels je suis confronté à des bébés secoués. Des bébés secoués où je suis l'administrateur ad hoc, mon jeune client, j'allais dire, il a 5 mois. Il a 5 mois, que l'indemnisation va durer longtemps, puisqu'on va nous dire qu'il ne sera pas consolidé avant la puberté, revenez présenter vos demandes dans 10 ans, et qu'on va effectivement sur le long terme, jusqu'à sa majorité, mener toutes les actions visant à la réparation de son préjudice et le recouvrement en saisissant notamment la commission d'indemnisation des victimes. On est peut-être parti pour 17 ans et demi de procédure. Alors, dernière question, qui paye cet administrateur ad hoc? Alors, ça dépend hein, des départements. Nous, c'est relativement simple. Hein, dans le département de l'Aisne, si l'enfant n'est pas confié au conseil départemental, c'est-à-dire si l'enfant n'est pas confié à l'aide sociale à l'enfance, eh bien, l'administration ad hoc sera rémunérée par le biais de l'aide juridictionnelle, qui est de droit, l'aide juridictionnelle totale, qui est de droit, sans condition de ressources, il n'y a rien, bien évidemment, dans ces matières. Si l'enfant, en revanche, est préalablement confié à l'aide sociale à l'enfance, dans ces cas-là, la prise en charge des frais et honoraires de l'administration ad hoc sera sur le budget du conseil départemental. Merci, monsieur le bâtonnier. Alors, petit rappel qu'en tant que bâtonnier, je me devais de faire. Depuis le 20 novembre 1989, date à laquelle l'ONU a adopté la Convention internationale des droits de l'enfant, les avocats, dans cette continuité, interviennent aux côtés des mineurs pour la défense de leurs intérêts, et notamment les avocats du barreau de Saint-Quentin. C'est l'application de l'article 381 du Code de procédure pénale. Dans toutes les procédures qui concernent un mineur, le mineur peut demander au juge à être entendu. Et c'est dans ce cadre que je tiens à rappeler que les avocats du barreau de Saint-Quentin, ceux qui sont volontaires, se forment pour pouvoir assister dans de bonnes conditions les enfants. Donc si vous êtes mineur, que vous souhaitez, par exemple dans le cas d'une procédure de divorce de vos parents, être entendu, vous en avez parfaitement le droit. Vous formulez cette demande auprès du juge et vous serez reçu par le juge avec un avocat des mineurs en toute confidentialité. C'était quelque chose d'important à savoir. Il suffit simplement d'écrire au juge pour demander à être entendu et ensuite d'écrire au bâtonnier les deux adresses simples, palais de justice de Saint-Quentin, monsieur le juge, monsieur le bâtonnier, et le bâtonnier, que je suis pour le moment en tout cas, commettra un avocat parmi la liste des avocats formés spécialement pour cela, pour vous assister. Voilà, nous vous remercions donc, monsieur le bâtonnier Vignon, de cette contribution qui, je pense, était fort utile pour les victimes. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous dès le 1er jeudi de janvier pour le prochain Café Causant de notre barreau.